Bonjour à tous, merci d'assister aujourd'hui à la présentation de mon projet de doctorat qui porte sur le développement d'un revêtement autoréparateur pour les produits du bois d'intérieur. Donc, en guise d'introduction, je voudrais tout d'abord faire une rapide mise en contexte pour expliquer les origines de mon projet. Donc, le bois, c'est un matériau de dureté relativement faible, ce qui va engendrer une usure précoce et une diminution de sa durée de vie, car il va être plus sensible aux agressions mécaniques. Pour le protéger, on va alors utiliser des revêtements, et notamment des revêtements à base d'eau. L'intérêt de ce type de revêtement, c'est qu'ils émettent un faible taux de composés organiques volatiles, et en plus, ils sont plus adaptés pour des pièces complexes lorsqu'on le compare à d'autres types de revêtements, tels que des revêtements photopolymérisables par UV. Malgré l'utilisation des revêtements, les égratignures sur le bois demeurent un problème. Et ça va provoquer des problèmes de réclamation de la clientèle envers les partenaires industriels qui sont impliqués dans le projet, donc des manufacturiers du bois, et ça va nécessiter différentes opérations de réparation. Donc, il est nécessaire d'améliorer les revêtements qui sont utilisés à l'heure actuelle, et on peut considérer deux façons d'y parvenir. La première, ça serait d'améliorer les performances mécaniques, mais cette voie a déjà été largement utilisée et malgré les efforts qui ont été accomplis, il est toujours possible de former des égratignures sur les revêtements. Donc, au lieu d'éviter à tout prix les égratignures, on peut plutôt chercher à les traiter en incorporant au sein des revêtements des propriétés autoréparatrices. Cela m'amène aux objectifs de mon projet, qui sont de concevoir un revêtement autoréparateur à base d'eau pour le bois, qui est résistant à l'abrasion et aux égratignures. Il doit présenter une bonne dureté, être incolore et transparent, et sa conception doit être faite en visant une application industrielle. À l'heure actuelle, aucun revêtement de ce type n'est disponible sur le marché, car ils sont soit trop mous, ou alors ils sont à base de solvants organiques. Donc, pour élaborer ce type de revêtement, on doit choisir une stratégie d'autoréparation. Nous voulons travailler avec une autoréparation intrinsèque, c'est-à-dire que par nature, le revêtement sera autoréparateur. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des additifs supplémentaires qui vont apporter des capacités d'autoréparation. L'intérêt de la autoréparation intrinsèque, c'est qu'en fait, les cycles d'autoréparation peuvent être répétés. Pour obtenir ce type d'autoréparation, il est important de considérer deux critères. Le premier, c'est qu'on doit obtenir un phénomène de diffusion interchaîne. Si on fait une égratignure au sein d'un revêtement, on va créer un vide. Pour la réparation, le vide doit être complet, et donc les chaînes de polymères doivent pouvoir se mouvoir de sorte à combler ce vide. Les chaînes de polymères doivent donc être mobiles, et pour obtenir cette mobilité, on va soit travailler avec des polymères qui présentent une faible température de transition vitreuse, ou alors on va chauffer les polymères. Il est également important d'incorporer des interactions réversibles au sein du revêtement, car si des interactions sont brisées, elles doivent pouvoir être reformées pour obtenir la réparation. Nous avons décidé de travailler avec des ponts hydrogènes, car il s'agit d'interactions qui sont dynamiques et additives, et en plus, elles sont faciles à intégrer au sein d'un polymère. Au niveau du polymère, nous travaillons avec des polyacrylates, car ils présentent une bonne résistance chimique et physique, ils sont peu coûteux, transparents, et en plus, ils sont déjà utilisés en industrie. Quand je parle de polyacrylate, c'est un abus de langage, je vais en fait parler de polymères élaborés à partir de métacrylates et d'acrylates. Pour la polymérisation, nous travaillons avec une polymérisation radicalaire. Pour débuter, nous allons faire cette polymérisation en milieu organique, car c'est plus facile à caractériser et plus simple comparé à un milieu aqueux. Nous voulons donc d'abord obtenir une preuve de concept dans le milieu organique pour ensuite adapter le système qui sera développé dans un milieu aqueux. Pour cette présentation, je vais me focaliser sur la polymérisation radicalaire en milieu organique. Pour incorporer les ponts hydrogènes au sein du revêtement, nous avons sélectionné les fonctions urée. Les ponts hydrogènes sont formés entre les hydrogènes portés par les azotes et l'oxygène du carbonyle. Ces fonctions sont particulièrement intéressantes car elles peuvent être formées facilement à partir d'un isocyanate et d'une amine. Pour les isocyanates, nous en avons sélectionné deux qui sont commerciaux et directement reliés à un groupement métacrylate. Cet isocyanate possède en chaîne latérale une simple chaîne alkyle à 2 carbone, tandis que celui-ci a une chaîne plus longue avec un groupement éther, ce qui va la rendre plus flexible et le groupement urée qui sera formé à son extrémité sera plus mobile. Ça pourra avoir des effets intéressants pour l'autoréparation. Au niveau de l'amine, elle nous permet d'exercer une influence sur la densité de ponts hydrogènes. Si on utilise une amine primaire, nous aurons 2 hydrogènes disponibles pour former des ponts H, mais si on utilise une amine secondaire, nous aurons un seul hydrogène, donc celui ici en rouge.
De plus, si on utilise des amines qui sont reliées par exemple à des groupements hydroxydes, on peut d'autant plus jouer avec la densité de ponts hydrogène. Donc, nous allons travailler avec un monomère méthacrylate qui possède en chaîne latérale un groupement urée. Ce monomère sera copolymérisé en présence de méthacrylate de méthyle et d'acrylate de butyle. Donc, nous, au niveau des résultats, je voudrais discuter un peu rapidement de la synthèse des monomères et de leur polymérisation. Pour illustrer la synthèse, j'ai juste choisi un exemple qui est en fait sur base de ce monomère isocyanate en présence de la butylamine. Donc, la synthèse du monomère est très facile, elle se fait en une étape et elle peut être considérée comme étant quantitative. On n'a donc pas besoin de faire davantage d'étapes de purification et on peut directement utiliser le brut réactionnel pour l'injecter dans le milieu de polymérisation. La polymérisation se fait en présence de peroxyde de benzoïle et on obtient ce type de structure. Au niveau des ratios entre les différents monomères, sera maintenu constant pour tous les polymères présentés aujourd'hui. Donc, nous avons le monomère contenant l'urée qui est présent à un ratio molaire de 20% et un ratio de 40% pour le méthacrylate de méthyle et l'acrylate de butyle. Ensuite, une fois que le polymère est obtenu, on va en faire un film. Et donc, pour y parvenir, on va prendre le polymère, le solubiliser dans un solvant organique, donc dans ce cas, le tétrahydrofurane, et ça va nous permettre de faire sécher notre film à température ambiante. Nous obtenons des films qui sont incolores, qui présentent également une bonne dureté. Pour les tests d'autoréparation, nous avons choisi d'utiliser la récupération de la brillance avant et après abrasion. En fait, on va venir abîmer le film avec un tampon abrasif, ce qui va simuler le dommage sur le film. Et suite à l'abrasion, on va créer une rugosité à la surface. La brillance du film va donc diminuer, mais en le chauffant, la surface va être à nouveau lisse, si on observe un phénomène d'autoréparation, bien entendu, et la brillance va à nouveau augmenter. Elle peut donc permettre de quantifier l'autoréparation. L'intérêt de ce type de mesure, en fait, c'est que la mesure de la brillance, c'est très rapide, car on va utiliser ce petit appareil ici, qui est appelé brillance-mètre. Donc, plus concrètement, nous avons commencé nos tests d'autoréparation sur base de 4 polymères. Ce premier polymère est constitué seulement de méthacrylate de méthyle et d'acrylate de butyle. Il n'y a aucun groupement urée et donc on peut le considérer comme un polymère de référence. Ces 3 autres polymères disposent tous les 3 d'une chaîne latérale à 2 carbones et sont faits respectivement à base de piperidine, diéthylamine et enfin butylamine. Ils ont donc subi plusieurs cycles d'abrasion, puis ensuite ils ont été chauffés à 75 degrés pendant 1 heure, de sorte à provoquer l'autoréparation. Grâce aux différentes mesures de brillance, on est en mesure de calculer la récupération de la brillance, qui nous donne donc une idée de l'autoréparation. Et on peut constater que le polymère A, qui ne contient donc aucun groupement urée, est celui qui montre les meilleures performances. Nous avons cependant comme hypothèse que ce polymère est peut-être le plus mou des 4, et s'il est plus mou, les chaînes sont plus mobiles, ça a donc un impact positif pour l'autoréparation. J'y reviendrai par la suite. Nous avons continué avec un 5e polymère qui est très semblable au polymère D, à l'exception que la chaîne latérale devient ici pour le E une chaîne plus longue, donc celle avec le groupement éther, et nous avons pu constater une augmentation de la récupération de la brillance. Nous avons poursuivi avec la synthèse de 2 polymères supplémentaires, l'un à base de piperidine et l'autre à base d'aminoéthoxyéthanol, et nous sommes parvenus à obtenir une récupération de la brillance totale. Nous avons ensuite souhaité vérifier notre hypothèse quant à la dureté plus faible de ce polymère A, et nous avons donc voulu mesurer les températures de transition vitreuse par calorimétrie différentielle à balayage. Malheureusement, il n'a pas été possible pour le polymère A d'obtenir une transition thermique nette, et nous avons donc dû utiliser une moyenne mesure détournée. Nous avons mesuré la dureté par un appareil qu'on appelle en fait un pendule, donc il donne des mesures de dureté pendule. Il est relativement couramment utilisé en industrie. En fait, c'est tout simplement un pendule qui est connecté à notre échantillon par l'intermédiaire de 2 billes métalliques, donc qui reposent sur l'échantillon. On va venir faire osciller ces billes métalliques de manière contrôlée sur l'échantillon, et on considère qu'un échantillon plus mou, donc une surface plus molle, va amortir plus rapidement le mouvement oscillatoire des billes. Donc, un matériau plus dur va présenter un nombre plus élevé d'oscillations. Pour en venir à notre polymère, on a pu constater que le polymère A, donc celui sans groupement urée, présente bien un nombre plus faible d'oscillations et donc a une dureté plus faible.
Cela met donc en évidence l'importance des groupements urée pour obtenir une autoréparation et également une dureté satisfaisante. Par la suite, nous avons voulu vérifier s'il était possible de diminuer la température d'autoréparation des polymères. Donc précédemment, nous chauffions à 75 degrés pendant 1 heure. Cette fois, nous voulons faire à 60 degrés pendant 2 heures. Malheureusement, nous avons pu constater que les mesures de récupération de brillance n'étaient pas suffisantes, puisqu'elles sont bien au-delà de 75%. Mais par contre, par microscopie optique, nous pouvons tout de même remarquer qu'après chauffage, les égratignures sont beaucoup moins profondes. Donc, au niveau des conclusions et perspectives, nous avons comme objectif de développer un revêtement autoréparateur à base d'eau pour le bois. Nous avons choisi comme stratégie d'exploiter les ponts hydrogènes entre les groupements urée et de débuter par une polymérisation en base organique pour faire une preuve de concept. Nous sommes parvenus à obtenir 2 polymères autoréparateurs, donc ils s'autoréparent lorsqu'ils sont chauffés à 75 degrés durant 1 heure. Et au niveau des perspectives, nous souhaiterons optimiser les températures de transition vitreuse de sorte à ce qu'elles correspondent à ce qui est attendu pour des revêtements pour le bois. Nous voulons également montrer et prouver l'influence des ponts hydrogènes sur l'autoréparation par spectroscopie infrarouge. Et enfin, nous voulons transférer le système qui a été développé en phase organique dans un système en base d'eau. Donc, pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet et également les membres organisateurs de ce colloque. Et si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Merci Marie pour la super présentation. On va donc commencer avec les questions. On en a déjà quelques-unes. On va commencer avec celle d'Élodie Boisselier qui dit, premièrement, pourquoi passer par l'étape d'un solvant organique si la finalité se veut en milieu aqueux? Oui. En fait, pour répondre à cette question, je dois un peu parler de ce que je n'ai pas présenté. C'est-à-dire que d'abord, on a directement commencé avec le milieu aqueux. On a fait une polymérisation par mini-émulsion. Et on a été confronté à des problèmes en fait qu'on ne parvenait pas à caractériser ce qui se passait parce qu'à cette époque-là, on utilisait également un autre système. Et nous avons réalisé en fait que passer directement au milieu aqueux, c'était comme mettre la charrue avant les bœufs. On passait directement à un système compliqué et nous avons vraiment voulu après avoir une volonté de le simplifier parce qu'on s'est rendu compte qu'on a été beaucoup trop vite en commençant directement par le milieu aqueux. Parfait. Hello, Elodie Boisselier avait une autre question. Quel autre paramètre de brillance pourrait être impliqué après l'endommagement et est-ce que c'est possible de les suivre? Oui, on peut également analyser les égratignures par profilométrie. Mais par contre, il est nécessaire que cette égratignure ne soit pas trop fine parce qu'autrement, le profilomètre ne peut pas bien la visualiser. Il est également possible de faire par indentation, ce qui a été fait par une de mes collègues du groupe de recherche, et également aussi par microscopie optique. Et l'IFM pourrait également être considéré pour avoir un profil de l'égratignure. Parfait. Maintenant, on a une question de Théophraste Lescaut qui demande, est-ce que ce type de technologie peut être utilisé pour toute essence de bois? Mais nous, dans le cadre de ce projet, on va plutôt se concentrer sur les essences de bois nord-américaines, mais je pense que oui. Parfait. Maintenant, ça va être la dernière question pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à contacter Marie. Donc, Kansas demande si la température d'auto-réparation est à 75 degrés, est-ce que cette température ne détériore pas le bois? Eh bien, c'est vrai que c'est une bonne question parce que le bois, c'est un matériau qui a absorbé une certaine humidité. Et puis, si on chauffe trop, on pourrait en effet l'abîmer. Je pense que 75 degrés, c'est correct, mais c'est sûr qu'il ne faudrait pas aller au-dessus de 100 degrés. Mais c'est sûr que l'idéal, ça serait d'avoir une température la plus faible possible. Mais pour être honnête, pour le moment, je fais mes tests sur des substrats métalliques et il sera nécessaire de faire ces tests sur le bois afin de vérifier en effet que le bois n'est pas impacté. Okay, merci Marie pour cette très belle présentation.